Nous nous rendons dans le département du Tarn-et-Garonne et nous allons laisser la parole à Brigitte Barège, maire de Montauban. Chère Brigitte, vous avez la parole. Madame le maire d'Albi râle parce que je parle avant elle. Non, pardon. Bonjour à tous, Monsieur le Président, bonjour. Mes chers collègues, bonjour. On a beaucoup parlé de ruralité. Je suis le maire d'une ville de 62 000 habitants. Et pardon, je vais vous parler un petit peu des problèmes des villes moyennes, parce que ne croyez pas que c'est tout rose aussi dans nos communes. Par rapport à tout ce qui a été dit, j'ai essayé de trouver dans les cahiers de doléances des Gilets jaunes quelque chose qui pouvait être partagé par le maire de Montauban. Donc beaucoup de choses ont été dites sur le pouvoir d'achat. Moi, je voudrais vous parler d'injustice sociale. Et surtout, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, d'avoir accepté de ne pas occulter du débat le sujet de l'immigration. Montauban a connu en 2012, le 15 mars 2012, le premier attentat djihadiste proféré par Mohamed Merah, qui s'est, vous le savez, tiré sur 3 militaires du 17e régiment de parachutistes de Montauban. Un est survivant, il était tétraplégique aux Invalides. 8 jours après, c'était l'école juive de Toulouse. Vous connaissez ces faits de toute la France, ça en est ému. C'était le premier d'une longue suite. Ce sont des sujets sur lesquels je suis très attentive et très inquiète aussi, puisque dans la ville de Montauban, qui est à peine à 50 km de Toulouse, nous avons plus ou moins répertorié avec M. le Préfet, nous n'avons pas beaucoup d'informations, au moins 70 fichiers S. Ce sont des sujets, peut-être que vous n'avez pas dans votre ruralité, mais qui sont préoccupants. Il y a un an, un événement tragique a secoué la ville. Il s'agissait d'une grand-mère de 80 ans qui s'est faite agresser à son domicile, et pardonnez-moi si je suis triviale, s'est faite sodomiser par un Algérien qui était en situation irrégulière sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière et qui n'était jamais reconduit à la frontière. Non, mais voilà, je savais que c'était un sujet sensible, mais Monsieur le Président nous a permis de l'aborder et je souhaite pouvoir l'aborder en toute simplicité. J'ai lu dans les cahiers de doléances qu'il fallait arrêter l'immigration massive. Ces personnes qui sont sur les ronds-points se sentent reléguées, oubliées de la République. Ces personnes qui sont sous les ronds-points, les Gilets jaunes, et j'ai des textes que je peux vous soumettre, mais je ne veux pas alourdir le débat, s'inquiètent d'être plus maltraités que de personnes qui viennent d'ailleurs. Ils l'expriment avec leur drapeau tricolore sur les ronds-points, ils l'expriment en chantant la Marseillaise quand ils défilent. Ce ne sont pas tous des casseurs. Moi, je les ai reçus dans ma mairie. Ce sont de pauvres gens. Ce sont des pauvres gens, mais qui se sentent maltraités, oubliés, autant que dans la ruralité. Par exemple, quand ils envoient dans leurs écoles leurs enfants, dans des écoles où leurs enfants sont minoritaires quand ils parlent français. Quand nous parlons, par exemple, des mineurs isolés, vous savez, ces mineurs qui viennent d'ailleurs, eh bien, et que l'on voit que pour nos propres mineurs qui ont des problèmes qu'on devrait pouvoir placer dans des familles d'accueil, dans le cadre de la protection de l'enfance, eh bien, tout ça n'est pas possible parce que tous ces établissements d'accueil, toutes ces familles d'accueil sont complètement embolisées par justement ces mineurs isolés. C'est un coût énorme pour la République, c'est 2 milliards d'euros par an. Et je crois savoir d'ailleurs que les départements s'en sont émus, puisque ce sont eux qui sont à charge de ce problème. Et vous avez décidé de leur octroyer 57 000 euros par enfant et par an. C'est-à-dire presque 5 000 euros par mois. Tout cela, les Gilets jaunes le savent aussi. C'est la même chose dans le logement. Quand les Gilets jaunes ne peuvent pas avoir accès à un logement social, et que nous en construisons beaucoup, parce que nous, dans les villes moyennes partout, nous le savons, nous avons des quotas à respecter, et que malheureusement, ces logements sociaux sont embolisés par notamment les réservations préfectorales qui sont destinées justement aux étrangers. Je continue, je suis désolée. On pourra en parler aussi. Mes chers collègues, on s'écoute de manière respectueuse. Très sensible. Je parlerai aussi des soins de santé. Les soins de santé, quand on ne peut pas s'offrir, vous l'avez dit tout à l'heure, un maire rural l'a dit tout à l'heure, des lunettes, une prothèse dentaire, et qu'on voit que par le biais de l'aide médicale d'État, 1 milliard d'euros cette année en 2019, un étranger en situation irrégulière pour se faire rembourser tous ses soins à 100%. Monsieur le Président, il faut l'entendre. Il faut l'entendre. C'est un vrai souci de justice sociale. C'est un vrai justice. Je sais qu'il dérange. Et je vais finir par les retraites. Les retraites, c'est la même chose. Quand les Gilets jaunes, en moyenne, ont 400, 500 euros de retraite,
qu'il s'agisse d'artisans, d'agriculteurs, tout simplement de conjointes d'exploitants ou de gens qui n'ont peut-être pas trop travaillé, eh bien, et que l'on voit que le minimum vieillesse, qu'on appelle l'ASPA aujourd'hui, de l'ordre de 800 € et quelques pour une personne, un peu plus, 145, 1200 € je crois pour un couple, 35% de ces minimum vieillesse sont accordés à des personnes qui ne sont même pas de la nationalité française. Tout cela, cela provoque, Monsieur le Président, je vous le dis, une grande injustice, un grand désarroi parmi ces personnes délassées, déclassées de la République. Et je dirais que pour les maires, peut-être n'êtes-vous pas confrontés à ce problème. Nous avons, Madame, j'ai écouté des gens qui ne pensaient pas comme moi, Madame. Et je vous donnerai les cahiers de doléances des Gilets jaunes. Je vous les montrerai. Je sais que c'est un sujet compliqué, que c'est un sujet difficile, que peut-être vous ne connaissez pas dans la ruralité. Ben, tant mieux, alors vous le connaissez. Donc, essayez d'entendre. Le politiquement correct a fait trop de ravages dans ce pays, Madame. J'en ai souffert moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus me taire. Parce que je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler d'une souffrance. Une souffrance qui est vécue par des personnes qui sont dignes d'intérêt. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'ONG pour les Gilets jaunes. Et pourtant, ils le mériteraient quelquefois. Parce qu'ils sont dans une grande détresse. Donc voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire. Et vous terminez par vous proposer des solutions. Tout cela nous coûte très cher. Mais on pourrait très bien, à budget constant, augmenter les retraites si on diminuait par ailleurs, au moins pour une partie, l'aide médicale d'État. Qu'on diminuait la fraude aux allocations sociales. Les fraudes, nous en connaissons tous. Moi, je connais la fraude au mariage blanc, mais il y en a tant d'autres que nous connaissons dans ce domaine. J'ai une proposition à vous faire. Monsieur le Président, j'ai été députée pendant 10 ans. J'étais parlementaire en mission pour le plan de relance sur 4 régions, et je l'ai fait à coût constant, sans indemnité supplémentaire. Je crois savoir qu'il y a des autorités indépendantes qui coûtent cher. Je vous propose d'être candidate, Monsieur le Président, à lutter contre toutes les sortes de fraudes sociales qui multiplient le sentiment d'injustice ressenti par beaucoup de Français. Je vous remercie. Merci beaucoup. Non, mais, mesdames, messieurs les élus, c'est un débat républicain. La parole est libre. Il y a bien évidemment des différences importantes de conviction, de sensibilité, d'approche des sujets que nous traitons. Mais je pense que, alors que nous sommes retransmis à la télévision dans ce débat entre maires, entre élus de la République, devant le chef de l'État, nous ne devons pas nous invectiver ou entendre des sifflets dans cette salle. Je pense que c'est mieux. Madame le maire de Montauban, vous avez évoqué plusieurs sujets d'injustice, je crois y avoir répondu. Vous avez, et vous êtes la seule à l'avoir fait, et donc c'est sur ce point que je reviendrai vers vous, évoquer le sujet de l'immigration, qui fait partie de ce qui est dans le débat et des questions que j'avais posées. Vous l'avez fait, et c'est peut-être ce qui a ému certains de vos collègues, par une entrée en matière qui peut créer l'ambiguïté. Le sujet de l'immigration ne doit pas être un tabou, mais je pense que c'est une erreur de l'aborder par le sujet du terrorisme. Et en commençant par les attentats pour me parler de l'immigration, je pense que vous prenez un chemin... Vous prenez un... Si, en parlant des attentats. C'est pas le bon chemin. Par contre, oui, mais ce chemin, alors même si c'était une association d'idées, mais je ne voulais pas qu'il y ait de malentendus. Par contre, nous avons plusieurs défis. Et je voulais revenir sur ça dans ce que vous aviez dit. On a un défi qui est un défi d'abord d'intégration, sur lequel nous sommes en échec depuis plusieurs décennies. Et là-dessus, c'est notre responsabilité collective. Ce défi d'intégration, il a construit des injustices dans la République, et il a construit aussi du ressentiment, quels que soient d'ailleurs les territoires. Et ça, c'est un défi que nous devons relever. Ça fait partie du projet éducatif, mais du projet civique que je veux aussi porter. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, encore en France, on n'ait pas accès aux mêmes études, aux mêmes emplois, selon qu'on porte tel prénom, qu'on vienne de tel quartier où on est stigmatisé. Et ça existe dans le pays. Donc ça, on doit mettre les bouchées doubles. C'est le projet éducatif. C'est ce qu'on fait avec les emplois francs. Partout dans les quartiers politiques de la ville, on a une forte concentration des personnes qui sont dans ces situations et on a des problèmes d'intégration. On a mis en place ces emplois francs où ces jeunes ou moins jeunes peuvent être embauchés et il n'y a pas de charge attachée. Et ce n'est pas des avantages liés aux entreprises qui vont mettre une boîte aux lettres dans le quartier. C'est attaché à la personne qui vient du quartier.
Donc ça, c'est très important, et il faut qu'on poursuive et qu'on répare une génération perdue, pour nous-mêmes, de politique publique. Et ça, c'est un défi parce que c'est un des points qui nous fracture. Et puis, on a le sujet de l'immigration. Et l'immigration, c'est un sujet dont on doit débattre. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou, mais il ne faut pas tout confondre. Aujourd'hui, en France, nous avons, depuis plusieurs années, une augmentation des personnes qui arrivent sur le sol français. Alors, quand on parle d'immigration, il faut distinguer les sujets. Il y a des gens qui arrivent du monde entier dans des situations légales, par le regroupement familial, avec des visas, en tant que touristes, en tant que travailleurs, en tant qu'étudiants. Sur ce sujet, c'est des visas que nous donnons chaque année, c'est une situation que nous gérons, elle est normale, et il n'y a pas d'envol sur ce sujet, et il ne s'agit pas d'alimenter quelque peur que ce soit. Il y a à côté de ça, en raison des déstabilisations qu'il y a eu d'abord dans la zone irako-syrienne, elle demeure toujours, mais ça a été la grande vague de 2015, et maintenant dans beaucoup de pays d'Afrique, une grande vague migratoire, et nous allons vivre durablement avec ce sujet, qui fait que nous avons partout en Europe beaucoup de personnes qui arrivent de ces régions sur notre territoire. Et ils arrivent en situation irrégulière. L'arrivée en situation irrégulière, elle se gère d'abord par un contact administratif, par l'accueil. On est un pays, il faut s'en féliciter, où l'accueil et l'hébergement sont inconditionnels. Et c'est un vrai investissement de l'État, on ne le dit pas assez, il a encore augmenté, c'est environ 2 milliards d'euros. Mais il faut s'en féliciter, parce que c'est la dignité qu'on doit à chacun. Les personnes qui arrivent, la plupart du temps, demandent l'asile. Et sans avoir regardé leur situation, vous ne pouvez pas dire « tu n'as pas droit à l'asile » ou « je ne peux pas vous accepter sur le territoire ». L'asile, c'est notre Constitution. C'est dans la Constitution de 1946. Et c'est dans notre bloc constitutionnel. Et donc, nous sommes tenus constitutionnellement, nous sommes tenus par d'ailleurs beaucoup de nos traités internationaux, de regarder leur situation d'asile. Et là-dessus, je vous le dis très sincèrement, je ne transigerai pas. Par contre, ce qu'on fait mal aujourd'hui, c'est que les délais sont trop importants. C'est pour ça que les ministres avaient pris l'année dernière une circulaire pour permettre que les contrôles administratifs se fassent dès le début. Et on a pris une loi, asile-immigration, pour permettre d'accélérer les choses. Ce qui ne va pas en France, c'est que les gens qui arrivaient en demandant l'asile, on mettait en moyenne 18 mois à instruire le dossier. Devant l'administration, puis ce qu'on appelle l'OFPRA, qui est l'organisme compétent, puis les recours devant justement les commissions compétentes et la juridiction compétente. Ces 18 mois faisaient que, pour les personnes qui avaient vraiment droit à l'asile, c'est-à-dire qui étaient menacées politiquement dans leur pays, on leur faisait vivre 18 mois d'incertitude. 18 mois, ils ne pouvaient pas avoir une vie normale et s'établir, alors qu'on leur doit cela. Et dans le même temps, au bout de 18 mois, en moyenne, et à certains endroits, c'était 2 ans, les personnes qui étaient rentrées en situation irrégulière, qui n'avaient absolument pas droit à l'asile, parce que rien dans leurs conditions ne le justifiait, elles s'étaient installées, elles avaient parfois trouvé un conjoint, trouvé un travail, et on ne les raccompagnait plus. Et donc, face à ce problème, qu'est-ce que nous devons faire? Et la réponse, elle se fait en plusieurs étapes. D'abord, avoir ce discours, pardon de rentrer à chaque fois dans le détail, mais vous le savez comme moi, ces sujets méritent qu'on pose les choses. Moi, je ne vais pas trancher le débat, je vous donne mes convictions, mais je veux poser les choses dans le détail. Un, qu'on ait, nous tous, pays riches, une vraie politique de développement et de stabilisation dans les endroits de crise ou les pays les plus pauvres. Parce que les vagues migratoires que nous avons aujourd'hui viennent non pas de pays en guerre, non pas de pays où les gens auront droit à l'asile à la fin, mais de pays en situation de grande pauvreté, ou dans des familles de pauvreté, où les gens n'ont plus d'avenir. Donc c'est la politique de développement. 2, c'est d'avoir une politique commune européenne de protection de nos frontières. Je n'ai cessé de le rappeler. Et là, c'est ce que nous avons redéveloppé avec l'Italie et la Grèce, que nous sommes en train de développer avec l'Espagne pour mieux protéger nos frontières et contrôler. On a eu des vrais résultats sur la frontière pour le Levant. Là, on a un vrai sujet de remonter par ce qu'on appelle la route occidentale, qui remonte par le Maroc, l'Espagne et jusqu'en France, ce qui est un vrai sujet, une vraie préoccupation. Et donc ça, ce sont des accords au sein de l'Europe, c'est de renforcer nos contrôles, c'est des partenariats avec ce qu'on appelle les pays de transit, c'est du concret, on le finance, mais on gagnera cette bataille. On l'a gagnée avec un gouvernement de démocrates et de progressistes italiens l'année dernière, parce que l'Italie n'a pas réduit l'immigration avec le gouvernement aujourd'hui d'Alliance, elle l'a réduite avec le Premier ministre Gentiloni, qui a fait ce travail-là avec la Libye. Et on l'a accompagné en la matière. Troisième étape, c'est nous d'avoir un contrôle beaucoup plus rapide.
Ça, c'est les réformes qu'on a faites. Les gens arrivent, vous les hébergez, vous contrôlez. Objectif, 6 mois. Si on fait les choses en 6 mois, et là, tout le monde doit s'y mettre, y compris les associations, y compris les gens qui sont très militants sur ce sujet et qui font un travail formidable, mais tout le monde doit s'y mettre pour qu'en 6 mois, on instruise le dossier. 4e point, on doit avoir une politique de reconduite beaucoup plus efficace. Et donc, ce que nous avons fait depuis 1 an, c'est commencer à renouer des contacts avec tous les États d'origine, parce qu'on sait d'où ils viennent, et de développer la coopération biométrique et des politiques d'incitation au retour ou de coopération pour leur permettre le retour vers le pays d'origine. C'est ça la clé d'une politique de lutte contre l'immigration illégale injustifiée, beaucoup plus rigoureuse et qui respecte nos critères de dignité. On a plusieurs années derrière nous, ça n'a pas été suffisamment fait. On ne peut pas le changer du jour au lendemain. Je ne vais pas suspendre l'instruction de l'asile dans notre pays. Derrière ce que je viens de vous expliquer rapidement, ce sont des changements de loi. La loi a déjà été changée une fois, plusieurs changements réglementaires et un investissement massif dans les structures. Et un changement de beaucoup d'organisations. Voilà ce que depuis le mois de juillet 2017, j'ai non seulement annoncé, mais nous sommes en train de faire. Je crois que ça répond à beaucoup de vos angoisses. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un vrai sujet. Alors après, est-ce qu'on doit améliorer les choses, changer telle ou telle règle? Moi, je suis ouvert à la discussion, aux propositions, mais je voulais ici rappeler ce qui avait été fait et comment fonctionnent les choses aujourd'hui. J'ai été ensuite interrogé après sur tous les autres sujets, sur les suggestions concrètes qui sont faites sur le plan social ou autre. Je suis tout à fait preneur des suggestions que vous avez apportées et de pouvoir les faire remonter. Mais je suis preneur de toutes vos suggestions et propositions pour aller en ce sens et faire des choses qui correspondent aux valeurs qui sont les nôtres à notre Constitution, mais qui corrigent des éléments, mais dans la ligne de ce que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on garde ce qui est dans notre Constitution, ce qui est, je crois, ce que sont nos principes qui nous honorent, mais en même temps, il faut corriger les aberrations du système et ce qui dysfonctionne.